Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur l'autorégulation de l'AMAS en matière de finances durables. On a eu le plaisir et la joie d'avoir un premier webinaire hier sur cette autorégulation qui était destiné à nos membres germanophones. Et aujourd'hui, on a le plaisir de répliquer ce webinaire en français pour nos membres romans. L'idée de ce webinaire, c'est d'avoir, après un mois, on a publié l'autorégulation le 26 septembre de cette année, c'est de laisser un peu de temps à chacun des membres afin de se familiariser avec le texte et de permettre à chacun de commenter et de fournir ces questions et ces interrogations. Et l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de fournir d'une part le contexte général qui a permis d'arriver à l'autorégulation que vous avez aujourd'hui devant vous et de répondre à un certain nombre de questions qui sont fréquemment posées. Évidemment, c'est le premier webinaire de cette série, mais il y en aura évidemment d'autres au fur et à mesure que l'implémentation prendra le relais. Pour ce webinaire, on va procéder en deux temps. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'était de donner un petit peu le contexte général sur l'autorégulation et dans un second temps, de regarder un peu plus en détail les questions qui ont été précédemment posées par l'ensemble des membres et de les adresser une par une. Pour ça, on aura j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau collaborateur, Guillaume Toffel, qui fournira aussi un certain nombre d'éléments de réponse. Donc, Guillaume vient tout droit de la FINMA, il est avocat de formation et il complète, il vient renforcer le pôle légal. Donc Guillaume vient renforcer le pôle légal de l'association, mais aussi la partie durabilité. Donc on aura le plaisir également de l'accueillir à Genève régulièrement pour également couvrir la Romandie. Donc bienvenue à Guillaume. Et donc avant de partir dans le vif du sujet, je laisse également Adrienne pour quelques mots d'introduction. Over to you, Adrienne. Thank you very much, Aurelia, and good afternoon, dear colleagues. You've already heard it. I'm the only one who's going to speak English, and only for a few minutes. I look very much forward to have more presence on the ground with Guillaume Toffel, who you will meet later on. Now, if we take a step back and just to frame this a bit, why do we come up with a self-regulation? What is behind it? And you may remember less than 1 year ago, the Federal Council came up with its position on how to combat and prevent greenwashing. And the Federal Council made it very clear back then that the industry is in the lead here, and the government would only take a subsidiary role if and when needed, if the measures taken by the financial industry were considered as not sufficient. And against this background, we acted very quickly. We didn't act alone. You know that the Swiss Banking Association also has established a self-regulation, published it this year. And we thought we need to be very quick. We wanted to be very quick. And today, less than 1 year later, we have not only a self-regulation, but we also have learned and heard feedback over the last month after we published it by the end of September. And you're going to hear, or we're going to discuss the questions in more detail later on. But nonetheless, I'd like to share some high-level feedback with you. As I find this pretty interesting, we had members who came back to us and said, this self-regulation, it doesn't go far enough. We should have been more ambitious. On the other hand, we also had members who came back to us and say, why do you go further than, for example, what the FINMA asks us, or than even EU standards? I refer here, for example,
to ESG integration, which on a standalone basis in our self-regulation is not considered as sufficient enough to qualify for a sustainable investment. So we have both camps, and we'll hear later on why we came to this conclusion. But important is that it's a very heterogeneous group in our membership. The same goes, for example, for the level of granularity. We had members who told us this is already too detailed. It should be more principle-based. But at the same time, we had a lot of members who said it should be more specific. They didn't say it, but what some of them meant was we need a kind of a cookbook. Tell us how to implement this. And eventually you can't please everybody, in particular not in an association with 180 members. But at the same time, we have obviously listened to that feedback, and we try and will incorporate it. Aurelia will tell you later on a bit how we in particular deal with the request for more detailed best practice guidance. With this, I would like to conclude, and first and foremost, thank you, dear members, for your valuable feedback. We need this, also criticism. Only with this we can become better. But I would also like to thank those members who are here in this call and helped us over the last few months to establish what I think is a very good self-regulation. With this, Aurelia, back to you. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais reprendre l'agenda avec une première partie sur le contexte et le développement de l'autorégulation de la masse en matière de durabilité. Et puis, on répondra dans un second temps aux questions qui ont été posées au préalable et aux réponses. On a sciemment, pour cette deuxième partie sur le Q&A, on a sciemment demander les questions en avance parce qu'il y a eu beaucoup, on a essayé de les regrouper et on a eu beaucoup de retours. Si vous en avez d'autres, comme je le disais, il y aura matière à poser vos questions dans le futur. Donc l'autorégulation, le contexte. C'est important de noter qu'il y a différents types d'autorégulation pour comprendre où se situe l'autorégulation en matière de finances durables de la masse. Donc, il y a trois formats aujourd'hui qui sont applicables en Suisse en matière d'autorégulation. Il y a l'autorégulation qui est obligatoire, donc c'est sur le mandat du législateur, ça part d'une loi et d'une ordonnance. Et il y a une deuxième autorégulation qui fait également partie du domaine de surveillance de la FINMA, qui est l'autorégulation qui est reconnue comme standard minimal par la FINMA au titre de l'article 7, alinéa 3 de la LFINMA. Donc, ces deux autorégulations font partie du domaine de surveillance de la FINMA. Nous, pour l'autorégulation en matière de finances durables, il s'agit d'une autorégulation qui est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de participation directe de l'État pour cette autorégulation. C'est une autorégulation qui est privée, qui vient de l'industrie et qui n'est pas approuvée par la FINMA. L'une des raisons pour laquelle ce choix on a été quelque part obligé d'aller plutôt dans cette direction de l'autorégulation libre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de base légale pour que la FINMA puisse approuver et reconnaître cette autorégulation. Donc, l'autorégulation de la masse constitue vraiment une autorégulation libre. Qu'est-ce que ça veut dire, une autorégulation libre, et dans quelle mesure elle s'inscrit dans les différentes conditions cadres de la masse? Donc, un premier point, c'est que cette autorégulation, elle est obligatoire pour l'ensemble des membres de la masse. Donc, vous tous qui êtes membres, vous êtes contraints d'appliquer cette autorégulation. Évidemment, elle a été développée par les membres de la masse. On reviendra un petit peu sur le processus différent en matière de gouvernance, comment cette autorégulation a été développée, mais c'est une autorégulation qui a été développée par les membres, pour les membres. Donc vraiment l'idée d'une autorégulation qui soit pratique et qui soit développée pour l'industrie, par l'industrie. Ça n'empêche pas les non-membres d'y adhérer. Donc, les non-membres de la masse
asset managers non membres de l'AMES qui souhaiteraient adhérer à l'autorégulation de l'AMES peuvent le faire de façon volontaire en le signifiant et donc peuvent tout à fait appliquer l'autorégulation, mais ça doit être fait de façon effectivement volontaire et doivent le signifier donc à l'association. Cette autorégulation, elle est obligatoire, mais on l'a publiée fin septembre 2022, donc de cette année, et l'entrée en vigueur est dans plus ou moins un an, 30 septembre 2023, pour laisser le temps à chacun des membres de petit à petit pouvoir implémenter les différents principes en fonction du stade où chacun est en matière de finances durables. Cette autorégulation, elle a plusieurs avantages et le format de l'autorégulation a plusieurs avantages. Le premier, c'est que le développement et la mise en œuvre de cette autorégulation, notamment le développement, s'est fait particulièrement rapidement. Comme Adrien le soulignait, on a eu le Conseil fédéral a communiqué sur le besoin de l'industrie, la nécessité pour l'industrie de proposer un certain nombre de standards. C'était il y a moins d'un an, c'était en mi-novembre de l'année dernière. Et à peu près à la même période, la FINMA faisait également un communiqué. Donc en moins d'un an, en l'espace de 6 à 9 mois, l'AMAS, avec évidemment les membres de l'AMAS, ont pu développer donc, cette autorégulation qui a été publiée donc en septembre. Et ce délai relativement court pour l'autorégulation n'aurait pas été possible sous d'autres formats. Et c'est bien parce que c'est une autorégulation libre que ce développement a pu être particulièrement rapide. En termes de mise en œuvre, à partir du moment où c'est une autorégulation qui a été préparée par l'ensemble des membres, avec les membres impliqués dès le départ, on s'attend également à une mise en œuvre qui est rapidement également réalisable. Si, avec d'autres formes d'autorégulation, si on avait dû partir sur une autorégulation reconnue ou obligatoire, d'autres processus, ça aurait impliqué des consultations évidemment beaucoup plus importantes au niveau de la FINMA, au niveau de l'ensemble du processus de consultation qui en découle, et ça aurait probablement pris un certain nombre d'années. Donc l'avantage vraiment de l'autorégulation, c'est vraiment cette rapidité de développement et de mise en œuvre. L'avantage également, quand on part sur une autorégulation libre, c'est la grande acceptation de par le fait de la proximité avec les personnes qui l'ont développé, donc les membres, vous, les différents groupes de travail, et puis du coup, l'efficacité dans l'application. Donc, on a un certain nombre de principes. C'est une autorégulation qui est basée vraiment sur des principes qui restent assez concret pour donner de quoi implémenter efficacement ces principes dans l'implémentation. Et donc ça, c'était aussi un grand objectif de l'autorégulation. Encore une fois, l'autorégulation, parce qu'elle est libre, on a aussi beaucoup de flexibilité pour la suite, pour le développement de FAQ, donc de questions-réponses. On a déjà un document qui est en ligne et puis qui va être au fur et à mesure alimenté, mais c'est aussi donc une flexibilité dans la possibilité de revoir et de développer de façon future d'autres versions de cette autorégulation, sans avoir à passer par des processus qui peuvent être plus longs si on doit le faire avec d'autres acteurs type la FINMA ou autres. Donc ça, c'est vraiment pour brosser les avantages de l'autorégulation. Si je reprends un petit peu le contexte également si on prend la chaîne de valeur de l'asset management, donc on réfléchit toujours en termes d'entité, de produits et de distribution, donc le point de vente. Là, c'est important aussi de signaler que l'autorégulation de l'AMAS s'applique vraiment aux deux premiers niveaux, donc au niveau de l'entité, l'institution, quelles sont les politiques d'investissement, les guidelines au niveau du risk management, de la gouvernance de l'institution, de l'asset manager en tant que tel.
Donc, c'est vraiment ce premier niveau auquel s'adresse l'autorégulation, ainsi que le deuxième niveau, qui est vraiment le niveau du produit, avec quels sont les objectifs ESG, quelles sont les approches d'investissement, les approches ESG au niveau du produit, quels sont le reporting vis-à-vis de ces approches, les résultats également, le reporting de certains des résultats en matière d'ESG. Donc là, c'est vraiment le deuxième niveau auquel s'attelle vraiment l'autorégulation de la masse. Quand on parle du point de vente et de l'aspect distribution, là, nos confrères de l'association des banquiers suisses ont développé en juin dernier, suivant le même modèle, une autorégulation qui est également libre, une autorégulation sur vraiment le point de vente. Et donc, l'autorégulation de la masse ne traite pas de cet aspect. Et donc, pour l'aspect point de vente, je vous réfère vraiment à l'autorégulation de l'ASB qui se focalise sur la distribution. Alors, comment est-ce que l'autorégulation de la masse s'inscrit dans les différentes priorités de l'association et de façon générale, comment est-ce qu'on voit l'ensemble de notre travail en matière de finances durables au sein de la masse. Le premier point, c'est que l'autorégulation, elle est basée sur des principes. C'est vraiment un peu la régulation parapluie, les grands principes en matière de finances durables. C'est des principes pour l'asset manager, comme on l'a dit, mais pour les promoteurs de placement collectif de capitaux aussi, également en parallèle, dans un second temps. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche basée sur des principes qui reprend les réglementations internationales pour les traduire également en principe. Donc, ne pas avoir de Swiss finish, de se focaliser vraiment sur le greenwashing et sur le climat, c'était vraiment un point pour nous qui était important. Mais au-delà de ces principes, ce qui constitue aujourd'hui notre autorégulation, l'idée, c'est également d'avoir en parallèle et en continu un certain nombre de best practices ou de standards détaillés en matière de finance, d'asset management durable qui viennent compléter ces principes. Et donc, on a un certain nombre, on a commencé avec un certain nombre de standards. Il y a évidemment tout ce qui est les KPIs, enfin les indicateurs climat pour les fonds immobiliers qui ont été publiés en mai par l'association. Il y a également tout le travail qui a été effectué sur les templates pour les Swiss Climate Scores, donc qui vient aussi préciser un peu plus en détail les meilleures pratiques et les standards pour les scores climatiques suisses. Et donc, l'ensemble de ces standards viennent finalement compléter avec, de façon plus détaillée les principes de l'autorégulation. Et donc, on continuera à élaborer ces meilleures pratiques et ces standards en complément. Enfin, et pour terminer cette partie sur le contexte, juste simplement rappeler le processus d'élaboration de l'autorégulation de la masse. Donc, on a fait appel à 3 sous-groupes qui sont issus des différents groupes de travail de l'association. Le premier, qui est vraiment le groupe légal, donc, droit et compliance asset management, avec un certain nombre de collaborateurs qui ont volontairement décidé de participer activement à l'élaboration de l'autorégulation. En parallèle, on avait un groupe issu du groupe de travail conjoint AMAS et SSF sur la durabilité. Donc notamment avec également SSF qui était présent, et puis un certain nombre de membres de ce groupe de travail. Et enfin, on avait un groupe qui avait une vocation à coordonner ces 2 groupes-là également, avec un aspect, avec notamment l'ASB et d'autres partenaires, d'autres collaborateurs qui ont activement aidé à l'élaboration de l'autorégulation. Donc, on a eu vraiment ces différents groupes ont travaillé à l'élaboration du document que vous avez aujourd'hui sous les yeux, afin de proposer quelque chose un premier document qui a été mis à consultation en juillet pour l'ensemble des différents groupes de travail de la masse. Donc, l'ensemble des groupes est vraiment listé ici. Et
une fois cette consultation effectuée, on a pu prendre en compte l'ensemble des feedbacks pendant l'été avant de proposer une version finale à notre conseil d'administration en septembre, qui donc a approuvé cette autorégulation avant la publication fin septembre, avec donc un FAQ préliminaire qui sera élaboré en continu. Il est important également de souligner que au cours de ce processus, c'est un processus qui a pas été fait en isolation. Et évidemment, c'est une organisation qui a été faite par les membres pour les membres, mais en parallèle, on a toujours eu un dialogue très, très, très étroit avec le CIF, avec également la FINMA et les autres associations. On a mentionné SSF, l'ASB, mais d'autres associations ont également été prises en considération pour leur feedback. Et il est important de souligner effectivement que même si l'autorégulation est libre et qu'elle n'est pas approuvée par la FINMA, le dialogue a été maintenu et un certain nombre d'échanges ont eu lieu afin de vraiment pouvoir aussi adresser un certain nombre de points, notamment les points qui ont été mentionnés dans la communication de la FINMA en novembre dernier. Voilà, le dernier point, c'est donc l'entrée en vigueur 30 septembre 2023. Et donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est vraiment en tant qu'association, vous aider nos membres à faire en sorte que l'implémentation soit le plus facile possible. Et donc, avec ce premier webinaire, on fait un premier pas dans cette direction. J'arrive au terme de la première partie. Et j'accueille volontiers Guillaume qui nous rejoint. Peut-être tu veux dire 2 mots te présenter rapidement. Vous me connaissez déjà, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui ici, fût-ce virtuellement. Merci en tout cas à la masse de son accueil et je me réjouis beaucoup de participer à ce premier webinaire avec vous tous. Alors, on va continuer. Donc, l'idée du Q&A, c'est vraiment de reprendre les questions qu'on a reçues et de les reprendre vraiment une par une. Donc, comme il y a des personnes qui sont au téléphone, on va relire à chaque fois donc, les questions et puis on répondra l'un et l'autre aux différents points. L'idée aussi également, donc là on le fait aujourd'hui verbalement, l'idée in fine c'est évidemment d'inclure et d'incorporer les questions que vous nous avez soumises, dans le FAQ qui est déjà disponible en ligne. Et donc d'intégrer ces nouvelles questions au sein de ce FAQ. Alors, la première question, nous ne comprenons pas pourquoi l'autorégulation s'écarte du communiqué de la FINMA. Alors, c'est sûr que la pratique de la FINMA en matière de surveillance ne coïncide pas parfaitement, on va dire, avec les exigences de l'autorégulation. Après, pour être tout à fait honnête, et comme on l'a mentionné tout à l'heure, ce n'était pas non plus le but ultime d'être complètement aligné. Donc, l'idée, c'était avec les représentants de nos membres, c'est la volonté vraiment d'arriver à une norme qui soit assez ambitieuse pour l'ensemble du secteur, qui ne se contenterait pas de s'approprier, de reproduire exactement la pratique en matière de surveillance. Et parfois, on s'est rendu compte également que les membres de la masse ont exprimé des divergences en termes de préférence par rapport à la pratique de la FINMA. Il est aussi arrivé parfois que certains membres avaient des principes plus restrictifs. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le champ d'implication n'est pas strictement identique à celui de la distribution de la FINMA. Enfin, ça sera toujours le cas. Et donc, même si on a eu des entretiens réguliers avec la FINMA, qu'on a eu un dialogue assez constructif, ça a été sciemment que voilà, s'il y a des divergences, elles sont connues, elles sont volontaires. Après, ce qu'il faut rappeler également, c'est que les autorégulations, la législation, aussi bien l'autorégulation de la masse que la pratique de la FINMA sont appelées aussi à évoluer sur un thème qui est effectivement très dynamique. Qu'on veille aussi bien la FINMA et nous et la masse à ne pas avoir toute divergence involontaire. Donc ça, c'est vraiment important.
Et du coup, on est convaincu que l'échange entre FINMA et la masse continuera à avoir à être constructif et que, par exemple, on a rajouté typiquement dans l'autorégulation l'approche soucieuse du climat qui est en annexe et qui vient se rajouter aux approches généralement acceptées généralement acceptées dans le secteur, et qu'on est persuadé que la FINMA, par exemple, prendra en considération cette nouvelle approche comme une nouvelle stratégie de durabilité. Et ça servira d'autorégulation pour ce faire. Donc, pour résumer, un dialogue très constructif, mais qui reprend pas exactement, et ce n'était pas l'objectif, le communiqué de la FINMA. Le deuxième point, la deuxième question, pourquoi les Swiss Climate Scores ne font-ils pas partie de l'autorégulation? Donc là, donc cette première version de l'autorégulation ne fait effectivement pas du tout référence au score climatique tel que présenté par le CIF en juin de cette année. Et jusqu'à nouvel ordre, ces recommandations et ces scores climatiques restent vraiment facultatifs, aussi bien pour nos membres que pour tous. Donc c'est pour ça qu'ils ne font pas l'objet, ils ne font pas partie de l'autorégulation. Cependant, il y a quelques semaines, on a publié, comme vous avez peut-être pu le voir, en coopération avec SSF, un modèle de document qui comporte entre autres des formules, etc., pour avoir une façon standardisée, une approche vraiment sectorielle sur les scores climatiques et sur la façon de les reporter. Et donc on continue à être engagé à travailler sur cet aspect-là, mais pour autant... et donc, ce n'est pas exclu dans ce cadre-là que l'intégration de ces scores climatiques soit inclus dans d'autres versions futures de l'autorégulation. Alors, une question un petit peu longue. L'autorégulation précise les critères minimaux exigés pour qualifier un fonds comme durable. Pour autant, l'intégration de critères ESG peut poursuivre d'autres objectifs autres que la durabilité. Par exemple, la réduction des risques, l'approche d'intégration ESG uniquement, l'alignement d'un portefeuille avec des valeurs personnelles, une approche de l'exclusion basée sur des considérations éthiques. Alors, la question, s'il est important de préciser que ces approches ne peuvent pas être qualifiées comme durables, peut-on parler d'investissement responsable, ESG, éthique, sans pour autant être soupçonné de greenwashing? Et donc, ça va un petit peu avec une autre question qu'on a reçue également. Est-il possible de qualifier un produit basé uniquement sur l'approche d'intégration ESG comme un produit d'investissement responsable, sans pour autant être soupçonné de greenwashing? Alors là, ce qu'il faut mentionner, c'est que à partir du moment où on ne fait pas référence à la durabilité, à partir du moment où on ne fait pas référence à la durabilité, l'autorégulation ne permet pas de présenter ou de positionner les placements comme durables. Donc, notre interprétation, du coup, elle recouvre un peu ce qui a été exprimé dans la communication de la FINMA, selon laquelle la référence à la durabilité, donc là je lis le communiqué de surveillance 05-2021 qui a été publié en novembre, la référence à la durabilité d'un produit financier peut notamment se fonder sur les mentions telles que durable, vert, écologique, ESG, etc., dans la dénomination du produit, dans la documentation du produit. Mais l'essentiel réside dans le fait que l'investisseur ou le client puisse vraiment avoir l'impression que la durabilité constitue une caractéristique essentielle du produit financier. Donc, c'est pour ça qu'il convient d'exclure donc tous les contournements. Et donc, on échange régulièrement avec la FINMA sur ce sujet, sur l'autorégulation, sur son évolution. Et du coup, ici, la terminologie joue vraiment un rôle important. Là, on a 3 questions sur l'article 3, sur le lien avec la durabilité. Alors, est-ce que les fonds qui ne sont pas gérés de manière durable au sens de l'autorégulation peuvent continuer de reporter sur leur profil ESG? Pour ces fonds, faut-il préciser qu'ils ne sont pas gérés de manière durable? Et en particulier, un fonds appliquant uniquement l'approche d'intégration ESG peut-il continuer de reporter sur son profil ESG? Si oui, à quelles conditions? Donc, si je reprends la première question, oui, l'article 3 permet de continuer de reporter sur le profil ESG d'un produit. Et en cas de publication d'un reporting, celui-ci devra vraiment préciser que le placement n'est pas géré de manière
de manière durable. Donc ça, c'est vraiment important. C'est encore une fois un effort de transparence. Et si l'approche consiste uniquement à intégrer ou à exclure certains critères, l'autorégulation ne s'applique pas. Et donc, finalement, peu importe, là, sur la dernière question, peu importe la forme que va prendre le reporting, tant que l'approche n'est pas qualifiée de durable et que ce point est clairement établi, il n'y a pas de notion y a pas de risque ou de notion de greenwashing. Merci beaucoup Aurélia. On passe à 2 séries de questions sur l'article 4 qui concerne le champ d'application personnel et territorial. Question numéro 8. Est-il correct de dire que la fortune collective désigne les placements collectifs de capitaux et les institutions de prévoyance, qui rejoint un peu la question 9. Comment faut-il comprendre cela avec les institutions de prévoyance? S'agit-il de sa propre institution de prévoyance si celle-ci investit dans les placements durables? Alors, la question 8, en fait, la réponse est relativement simple. Il faut faire référence à l'article 24 de la LFIN, c'est-à-dire que la fortune collective, elle désigne les placements collectifs de capitaux et les patrimoines de prévoyance. Ce ne sont donc évidemment pas les institutions de prévoyance en tant que telles qui sont prises en compte, mais seulement leurs actifs et à condition, bien évidemment, que ceux-ci soient gérés par un asset manager qui est tenu de respecter l'autorégulation de la masse. La logique, en fait, ici, elle est très simple. Les asset managers sont membres de la masse et non les institutions de prévoyance. Pour répondre à la question numéro 9 que j'ai lue précédemment, l'autorégulation de la masse, elle s'adresse avant tout à ses membres actifs et qui exercent leurs activités dans le cadre décrit à l'article 4 de l'autorégulation. Ceux-ci sont donc évidemment tenus de respecter les principes, mais comme déjà mentionné précédemment, il y aura peut-être aussi des non-membres de la masse qui décideront sur une base volontaire d'adhérer au principe de l'autorégulation, à l'instar peut-être de certaines institutions de prévoyance. Encore 2 questions sur l'article 4. La question numéro 10, est-il donc également correct que cette autorégulation couvre les propres fonds durables? La réponse est simple, oui, c'est correct. Les propres fonds durables sont également couverts. Sans transition, la question suivante, numéro 11, les fonds de tiers ne sont toutefois pas inclus car nous n'en assurons pas la gestion. Alors, pour répondre à cette question, en principe, c'est correct. Les fonds de tiers ne sont pas concernés. La définition de la politique en matière de durabilité qui est inscrite à l'article 15 de l'autorégulation permet d'indiquer le seuil minimal de placement devant être conforme aux prescriptions de durabilité énoncées dans la politique de placement, respectivement le seuil minimal de placement se référant à la durabilité devant être géré selon la politique de placement. Une question sur l'article 8 qui énonce les principes, c'est notre question numéro 12. Qu'en est-il de manière générale des dépôts de gestion de fortune? Doivent-ils être obligatoirement pris en compte dans cette autoréglementation ou peuvent-ils être pris en compte à leur propre discrétion conformément à l'article 8, mais pas obligatoirement? Alors, une précision préalable, cette question elle concerne les dépôts avec mandat de gestion pour la clientèle privée dans le cadre de contrats de gestion de fortune individuels. Ceci étant dit, les dépôts avec mandat de gestion peuvent être pris en compte ou non au libre choix de l'entité. Je vous renvoie ici à l'article 8 de l'autorégulation. Une question toujours sur l'article 8, la question 13. S'ils sont pris en compte, cela concerne-t-il uniquement les solutions de gestion de fortune avec des placements collectifs de capitaux ou également celles avec des placements directs? Et quels sont les placements collectifs de capitaux? Uniquement les fonds propres ou également les produits de tiers? Alors, l'article 8, l'autorégulation de la masse, on l'a déjà répété plusieurs fois cet après-midi, est facultative et puis au risque d'une tautologie, elle ne s'applique donc pas obligatoirement. Si l'entité décide de l'appliquer volontairement et intégralement à la gestion de fortune privée, dans ce cas-là, elle peut déterminer, dans le cadre du seuil minimal mentionné à l'article 14, alinéa 4 de l'autorégulation, quelle proportion des placements doit être gérée selon une approche durable. Maintenant, une question concernant l'article 9 des réglementations étrangères, notre question 14. La SFDR européenne est-elle considérée comme une réglementation étrangère comparable selon l'article 9 de l'autorégulation? La réponse est très claire, c'est oui. Le règlement SFDR est considéré comme une réglementation étrangère comparable au sens de l'article 9. Le respect des autres dispositions de l'autorégulation devient donc superflu. C'est ce qu'on appelle le principe ou le concept de substituted compliance ou équivalence des règles. Donc, si on a des dispositions légales étrangères comparables qui s'appliquent, cela dispense de respecter en même temps un référentiel
normes helvétiques, in casu l'autorégulation facultative. Et je repasse la parole à Aurélia. Merci. Alors, on avait une question sur l'article 15, alinéa 4 et l'article 25 sur la politique de durabilité. Donc, la question, la part des placements non conformes aux exigences ESG doit être précisée et expliquée. Considérez-vous, comme la FINMA, que les avoirs en banque à vue à terme, donc les liquidités, sont soumises à l'examen ESG et que, sauf preuve contraire, ils entrent dans la poche non ESG? Ou bien est-ce que l'autoréglementation autorise une ségrégation des liquidités avant l'analyse du portefeuille sous l'angle ESG ou non ESG de la fortune, donc sans les liquidités? En d'autres termes, partagez-vous l'approche de la FINMA ou vous en écartez-vous là aussi? Alors, du coup, la définition de la politique en matière de durabilité, aujourd'hui, elle peut permettre d'indiquer le seuil minimal de placement concerné par la durabilité et donc d'exclure en fait les liquidités de cette stratégie. Et c'est notamment cette question et exactement ce point sur les liquidités qui a entre autres débouché sur la formulation actuelle de cet article. Donc on est tous convaincus que les liquidités aujourd'hui ne doivent pas être englobées dans la stratégie de durabilité. Sur la question 16, donc une question sur l'article 17 et l'article 26, clarification sur cette question. Donc, je lis la question, pouvez-vous confirmer que l'application unique de l'approche d'intégration ESG telle que définie par AMAS et SSF ne constitue pas un lien suffisant avec la durabilité au sens de l'autorégulation? Donc là, la réponse, elle est claire et en fait, aujourd'hui, avec l'autorégulation, et c'est vraiment là où on est même un peu plus ambitieux entre guillemets, par rapport aux normes même européennes, c'est que l'intégration seule, aujourd'hui comme approche, ne suffit plus pour être qualifiée de durable. De la même façon, l'ESG, donc l'intégration seule et l'exclusion seule également ne suffisent plus. Par contre, une combinaison de ces critères, donc à la fois par exemple intégration et inclusion, peut être suffisante. Donc, c'est la dimension supplémentaire que ça rapproche par rapport aux recommandations AMAS SSF, c'est vraiment cette notion de combinaison des approches. Question suivante sur l'article 17 toujours. Donc, en cas d'un gestionnaire de fortune collective non membre actif de l'AMAS, gérant un placement collectif ne se référant pas à la durabilité, selon l'article 17. Selon cette disposition, une fortune collective se livrant uniquement à des pratiques d'exclusion ou d'intégration n'est pas considérée comme durable. Il doit être précisé que tel n'est pas le cas. Pensez-vous que la FINMA acceptera cette précision lors de l'approbation du placement collectif dès lors que, selon ces critères, une telle fortune est durable? Alors, donc l'autorégulation pour nous, elle s'applique, comme on l'a mentionné, à un moment vraiment affilié à l'AMAS qui exerce les activités qui sont décrites au niveau de l'article 4. Donc, elle ne concerne un non-membre seulement, donc un membre non actif, selon la question que s'il y adhère volontairement. Donc, elle n'est pas applicable dans la configuration qui est décrite ici dans cette question. Et donc, le cas proposé pour nous ne comporte aucun conflit. Il est simplement puisqu'il est simplement précisé que le placement ne se réfère pas à la durabilité, ce que dans la pratique, la FINMA n'interdit pas de notre point de vue. Donc, l'autorité de surveillance indique seulement dans quel cas il n'est pas permis d'établir une référence à la durabilité ou quand celle-ci est trompeuse. Par contre, une clarification préventive ne pose du coup aucun problème. Et enfin, non, alors c'est pas enfin, pardon, c'est l'avant-dernière question, question numéro 18. Alors, même question que la précédente, mais la direction de fonds est, elle, membre active de l'AMAS et soumise à l'autoréglementation alors que le gestionnaire ne l'est pas. La direction devra donc indiquer que la fortune collective n'est pas durable selon l'autoréglementation, alors que selon la FINMA, tel est le cas. La direction de fonds sera ainsi en porte-à-faux entre l'autoréglementation qualifiant la fortune de non durable, d'une part, et l'approche FINMA la qualifiant comme durable. Comment le placement collectif pourra-t-il être approuvé par la FINMA dans de telles circonstances? Donc, l'exemple, de nouveau, l'exemple cité ici n'a rien de contradictoire. Un requérant en fait, est libre de qualifier son produit de non durable. Et donc, ça s'oppose nullement à une autorisation de la FINMA. La FINMA n'oblige pas les requérants à qualifier positivement leur placement de durable. L'idée, c'est vraiment toujours d'éviter toute formulation qui serait trompeuse.
Enfin, dernière question, donc qu'en est-il des éventuelles institutions de prévoyance de tiers pour lesquelles on effectue la gestion de fortune, conformément à avec les solutions de délégation, conformément à leurs directives de placement? Donc là, c'est un peu en lien avec la question auquel Guillaume a répondu tout à l'heure. Donc, si le patrimoine de prévoyance est géré par des institutions de prévoyance de tiers, donc par le biais d'une délégation, l'autorégulation s'applique aussi en principe. Donc, on parle bien ici du patrimoine de prévoyance uniquement qui est géré par un asset manager qui est lui-même tenu de respecter l'autorégulation de l'AMAS. Et donc, je me permets quand même de préciser que selon l'article 18, l'alinéa 1, est stipulé qu'il est possible de déroger aux exigences applicables à l'asset manager dans le cadre d'une gestion de patrimoine de prévoyance sous réserve que le mandant, autrement dit donc l'institution de prévoyance, y consente. On arrive au terme de ce premier webinaire et de cette session de questions-réponses sur la base des questions qui nous ont été posées dans le cadre de la préparation de ce webinaire. Je voulais vous remercier pour votre attention.